Donc on peut avoir des coureurs qui savent courir 10 km ou 20 km, ils décident de se mettre au triathlon, puis la question se pose quelle distance choisir. S'ils n'ont jamais nagé, la première chose, moi, c'est que je vais leur demander de prendre d'office quelques cours, quelques séances techniques avec un entraîneur en bord de bassin. C'est le seul des trois sports qui est technique et c'est celui où il faut investir un peu de temps avec un entraîneur qui va pouvoir corriger les mouvements, donner de bonnes bases, qu'on puisse après répéter une fois, deux fois, trois fois par semaine, peu importe en fonction du temps qu'on peut y mettre. Mais ça va être la base. Si la personne a de grosses difficultés en natation, on va évidemment commencer par un format triathlon où la natation sera relativement courte, 500 mètres ou 750 mètres, pour ne pas mettre l'athlète en difficulté et surtout pour appréhender un peu la peur souvent de l'eau libre. Cet épisode et cette saison vous est proposé par mon partenaire Urban Trisport. Urban Trisport, c'est un spécialiste en physique et en ligne de l'univers du triathlon. Vous pouvez y retrouver un large choix de chaussures de running, de cyclisme, une large gamme de nutrition avec différentes marques et différents produits, ou alors par exemple les derniers casques aéro qui vous permettront d'aller encore plus vite sur votre prochaine course. Urban Trisport, c'est vraiment une équipe qui sera capable de vous conseiller, mais aussi de vous accompagner dans vos problématiques, comme par exemple avec de la location de combinaisons ou alors de valises vélo pour aller faire le voyage et la course de vos rêves à l'autre bout du monde. Vous pouvez retrouver directement en lien de ce podcast le site internet pour découvrir leur univers et je vous dis une très bonne écoute. Salut à tous, on se retrouve dans l'épisode 6 de la saison justement premier triathlon, c'est votre objectif et c'est pour ça que vous êtes encore là. Et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir une nouvelle fois Chris sur une thématique qui est quand même assez intéressante pour vous si vous avez déjà passé cette étape de dire voilà je vais faire du triathlon, désormais il faut comprendre est-ce que vous voulez faire un S, un M, un L, un XL, on reviendra sur tout ça et qu'est-ce qu'il faut regarder justement dans les différentes courses qui peuvent y exister. Donc c'est pour ça que j'ai l'honneur de recevoir Chris. Chris, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent toujours pas, s'il te plaît? Donc je suis toujours diplômé en éducation physique et coach de triathlon depuis 15 ans. Voilà, passionné de triathlon. J'ai aussi une vie de famille, je suis papa de 2 enfants. Ok, donc là tu me disais 70-80 athlètes en gestion et puis je pense qu'on a vu passer un bon paquet et puis même toi en tant que sportif tu vas pouvoir nous aider. Moi là tu vois, je me mets dans la peau d'auditeur, je suis passé à l'action là, avec les différents épisodes qu'il y a pu y avoir avant, je suis inspiré sur tout ce que je vois, je me dis ok je vais me faire mon triathlon 2025, quel format choisir, pourquoi, comment, comment toi tu vas essayer de trouver des informations pour accompagner ton athlète qui dit voilà je veux faire un triathlon. Moi, avec chaque athlète, je prends toujours une demi-heure pour le questionner, voir un petit peu d'où il vient. Déjà, commencer par son passé de sportif quand il était plus jeune. Parce que s'il vient d'un sport d'intensité, ça oriente déjà un peu le côté manque d'endurance. Donc ça, c'est vraiment important. On appelle ça l'anamnèse chez nous dans notre métier. On commence toujours par ça prend facilement une demi-heure. Et donc voir un peu d'où il vient et puis quelles sont ses capacités dans chaque sport. Est-ce qu'il a déjà nagé? Est-ce qu'il a déjà roulé? Est-ce qu'il a déjà couru? Souvent, c'est le côté course à pied qui va orienter quelle distance choisir pour son premier triathlon. Ok, donc toi en fait, tu as vraiment un entretien qui est basé sur plusieurs points, la motivation, le travail, etc. Et l'aspect du coup, comme tu le dis, running vient en compte. Mais est-ce que justement, tu as des gens qui ont beaucoup de difficultés en natation ou même c'est un sport qu'ils ne pratiquent pas du tout et du coup tu les orientes comment en fait face à ça? Oui, ça c'est un classique. Donc on peut avoir des coureurs qui savent courir 10 km ou 20 km, ils décident de se mettre au triathlon, puis la question se pose quelle distance choisir. S'ils n'ont jamais nagé, la première chose, moi, c'est que je vais leur demander de prendre d'office quelques cours, quelques séances techniques avec un entraîneur en bord de bassin. C'est le seul des trois sports qui est technique et c'est celui où il faut investir un peu de temps avec un entraîneur qui va pouvoir corriger les mouvements, donner de bonnes bases, qu'on puisse après répéter une fois, deux fois, trois fois par semaine, peu importe en fonction du temps qu'on peut y mettre. Mais ça va être la base. Si la personne a de grosses difficultés en natation, on va évidemment commencer par un format triathlon où la natation sera relativement courte, 500 mètres ou 750 mètres, pour ne pas mettre l'athlète en difficulté et surtout pour appréhender un peu la peur souvent de l'eau libre. Ouais, c'est ça. C'est la chose qu'on va voir déjà. Il n'y aura pas de réponse miracle de comment choisir la distance. Ça bouge vraiment en fonction de l'athlète, de ses problématiques, etc. Il y a cette peur de l'eau libre, comme tu le dis, parce que déjà, il y a la première étape d'aller
nager en piscine. Puis après, il y a la première étape d'aller nager dans un endroit, on en parlait hier d'ailleurs avec les équipes du 73 par exemple, Ironman d'Aix-en-Provence, où ils me disaient on voit bien, etc. C'est joli. Je dis non, en fait, ta main, tu la vois pas. Donc déjà, mentalement, c'est quelque chose qu'il faut appréhender. Et tu vois, pour revenir sur ce que tu me disais au début, sur l'entretien que tu mets en place, où tu dis voilà, c'est quelqu'un qui vient de tel sport, donc il sait faire des intensités. Est-ce qu'en fait c'est très binaire, c'est-à-dire est-ce que par exemple je faisais du foot, j'étais pas un profil endurant, je ne pourrais pas aller sur du longue distance, ou l'inverse, est-ce que j'ai fait un sport où c'est exclusivement de l'endurance, je ne pourrais pas faire du court distance? Comment ça se passe sur cette notion-là? Clairement, peu importe d'où on vient, on peut tout faire. Hein. Okay. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Donc, si on a fait du foot, on va pouvoir faire de l'Ironman si on a envie. C'est juste qu'il va falloir prendre le temps et décomposer les différentes étapes pour y arriver. Moi, je suis plutôt du côté où je freine un petit peu les athlètes et j'aime bien leur permettre de découvrir le triathlon progressivement pour profiter de chaque ligne d'arrivée. Voilà. Je suis un passionné, j'aime bien que l'athlète, quand il a passé la ligne d'arrivée, il soit dans des émotions, il soit content et qu'il me dise c'est quand le prochain, quoi. Voilà. Ouais, et pas vouloir brûler les étapes, terminer un triathlon pour juste dire voilà, j'ai fini un Alpha Ironman ou j'ai fini un Ironman, waouh, c'est fait, check. Ouais. Bon, qu'est-ce que je vais faire comme autre sport maintenant? Est-ce que j'ai validé ça? Ok, donc c'est vraiment cette notion de plaisir, partage et progressivité. Et comment comme ça, parce que tu vois par exemple quelqu'un qui faisait déjà du vélo, déjà un peu de course à pied, etc. Comment il peut bien cerner son niveau sportif? Parce que certains prennent le choix d'être coachés avec toi et du coup ils ont cet aspect vraiment conseil, problématique, etc. Et d'autres vont s'entraîner totalement seuls. Comment on peut essayer de cerner son propre niveau, être assez honnête avec soi-même, même si des fois c'est dur dans ce milieu-là? Quels sont un petit peu les prérequis pour se lancer sur une distance, si tu as un exemple à nous donner ou... Moi, je leur conseillerais de regarder d'abord le temps d'effort qu'ils sont capables de fournir en course à pied. Ok. Voilà. Donc, si on sait courir 10 km, on a l'habitude de courir 1 heure. On a les 10 km qui seront un prérequis pour la distance M, donc la distance olympique avec les 40 km de vélo et les 10 km de course à pied. On peut se dire qu'on a déjà une étape du triathlon. La deuxième question à se poser, c'est 40 km de vélo, pour y arriver, il faut que j'aille rouler régulièrement 20, 30, 40 km de vélo pour développer de l'endurance, développer de l'économie de course et de la résistance à la fatigue. Est-ce que j'ai assez de temps à investir sur ma semaine pour développer ces 40 km de vélo? Et en fait, on peut reproduire ça sur toutes les distances. Je sais courir un semi-marathon parce que je cours plusieurs fois des semi-marathons sur l'année. Quelle distance m'attire? C'est la distance olympique. Ok, j'ai l'habitude de courir 2 heures, de faire des efforts en compétition de 2 heures. La distance olympique va me prendre entre 2h30 et 3 heures. C'est un effort qui est presque connu. Ok, je peux m'entraîner pour ça. Je sais que je peux arriver au bout. Okay. Est-ce que je veux passer sur le half? Ok, je maîtrise le semi-marathon. Les 90 km en vélo, par contre, c'est un gros morceau. Est-ce que j'ai du temps d'investissement par semaine pour préparer ces 90 km en vélo? Ouais, c'est intéressant parce que tu vois, on part de la question de se dire quel niveau j'ai, auquel tu réponds avec cette notion d'heure et qu'on comprend très bien et qu'on arrive à assimiler. Et du coup, qu'on peut tous un petit peu mettre à notre sauce. Ouais. Et 3 fois, tu viens sur la notion d'organisation, de mise en place de l'entraînement. Dans le tout premier épisode qu'on avait enregistré ensemble, tu parlais vraiment de ce mode de vie du triathlète. Mais justement, moi, demain, je viens de voir. Salut Chris, écoute, moi, j'ai différents projets dans ma vie et puis je veux faire un Ironman. J'ai 5 heures d'entraînement à t'allouer dans la semaine. Est-ce que c'est jouable ou pas? Comment toi, tu réagis face à ça? Et quelle est cette notion de se dire, je veux faire X distance, attention, ça va te prendre X temps, etc. Comment tu peux réagir face à cette situation? Clairement, c'est d'expliquer un petit peu quels seront les plus gros entraînements à mettre par exemple en pleine saison. Donc les 6, les 7, les 8 dernières semaines de préparation, te donner une idée de ce qu'on va devoir faire ensemble. On va être sur tous les week-ends, la plus grosse sortie de la semaine, ça va être 60, 70, 80 km de vélo avec une transition de 4, 5, 8, 10 km de course à pied. Oui. Première question, est-ce que c'est quelque chose qui semble envisageable pour toi en termes de temps, une fois par semaine? Ouais. Parce qu'il y a la vie de famille, comme tu disais, il y a le dimanche. Alors souvent, les triathlètes ou les gens qui démarrent, ils disent je peux allouer 4 heures, je peux allouer 5 heures.
Mais finalement, ces heures, ça dépend comment elles sont mises. Si Oui. c'est 6 fois 45 minutes, ça ne va pas nous intéresser pour préparer un Alpha Ironman. Ouais. Si c'est 3 entraînements sur la semaine courts, mais que le week-end, on s'est débloqué une plage de 3 heures ou de 4 heures, ça devient intéressant. Alors, on peut se dire qu'on peut rentabiliser, optimiser 1 ou 2 plages d'entraînement et qu'on peut aller chercher, alors sans grande prétention de performance, mais qu'on peut aller chercher en tout cas une ligne d'arrivée. Ça, c'est possible. On se met au service de l'athlète à ce moment-là pour essayer d'optimiser un petit peu ces plages d'entraînement. Ouais, donc en fait, finalement, quand tu veux te lancer et tu veux justement arriver dans ce sport, que tu passes par du coaching individualisé, coaching même en club ou même tu t'entraînes seul, pour toi, la notion vraiment à définir dans un premier temps, c'est déjà se poser un peu tout seul face à un agenda et de se dire, bon qu'est-ce que je peux faire, quand je peux m'entraîner et pourquoi quoi. Donc au final, c'est déjà une première étape, je trouve, à ce sport-là, où quand on se dit, je prépare un semi-marathon, je cours 4 fois dans la semaine, je vais y aller lundi, mardi, mercredi, il y a vraiment cet aspect organisation. Et toi, comment tu raisonnes justement avec ces athlètes? Est-ce que tu as un outil pour mettre en place ça? Est-ce que les athlètes ils t'envoient leur semaine parce que finalement, toi, tu le fais en tant que coach, mais c'est quelque chose qu'on peut mettre en place quand on est seul, de se dire tous les dimanches, je fais mon agenda. Est-ce que ça, c'est des choses que tu as ou pas du tout? Oui, bien sûr. Hein. Pour moi, c'est la base de l'entraînement. C'est la base de la planification d'un objectif. Se dire je vais faire un demi-Ironman, je vais faire un Ironman, c'est bien, c'est pas le plus dur. Le jour J, ça va être dur, mais le jour J, tout le monde peut terminer. Il y a des personnes qui terminent un Ironman en 17 heures, qui font peut-être tout le marathon en marchant, c'est superbe. La distance le permet, ça reste un effort d'endurance, c'est beaucoup de physique, c'est beaucoup de mental. Le plus dur, c'est pas ça. Le plus dur, c'est la préparation. C'est le chemin pour y arriver. Et c'est ça qui est difficile, mais c'est ça qui est beau aussi. C'est d'arriver en se disant, ok, je suis prêt, quel est le chemin que j'ai parcouru? Et c'est ça qui fait vivre les émotions. C'est chaque fois qu'on s'entraîne, c'est de penser déjà à cette ligne d'arrivée, c'est de se projeter dans sa course. Et pour arriver à ça, il faut un petit peu s'organiser pour le triathlon. Okay. Fonctionner au jour le jour, ça ne fonctionne pas vraiment. Arriver 17h ou 18h après les heures de boulot et se dire maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il me reste 45 minutes et improviser. Ouais. Ça fonctionne 2 jours, 3 jours, ça va peut-être fonctionner 2 semaines. Et à un moment donné, on saute l'un ou l'autre entraînement et puis on se rend compte qu'on n'est pas dans la bonne voie, on devient nerveux, ça devient une source de stress. Pour moi, le triathlon et la préparation du triathlon ne doit pas être une source de stress. On doit pouvoir être organisé pour prendre du plaisir dans ce qu'on fait et puis continuer à vivre presque normalement. Ça ne doit pas trop influencer la vie de famille si on veut faire ça sur le long terme. Ouais, il y a vraiment une notion de définir ses priorités, de se dire où est-ce que je peux le placer, comment, pourquoi, et puis même d'intégrer un petit peu toute la famille dans cette discussion. Enfin, en tout cas, c'est clairement. proche, quoi. Et pour répondre à ta question, oui, on utilise maintenant depuis, moi ça fait déjà depuis 2017 maintenant ou 2016 qu'on utilise des plateformes d'entraînement. Il y en a 2, 3, 4, 5 qui sont assez connues sur le marché. Ça permet de pouvoir en tant que coach ou même en tant qu'athlète avec des plateformes où on prend un abonnement premium, de pouvoir définir ses disponibilités d'entraînement, de pouvoir encoder son entraînement dans les différents sports, de pouvoir estimer du coup pour la fin de semaine les totaux en termes d'heures ou en termes de kilomètres de chaque sport, et puis a posteriori de pouvoir analyser des courbes de progression, etc. en termes soit de performance, soit de motivation. Ouais, donc on voit qu'il y a vraiment la data, etc. qui est au service un petit peu de tout ça, et c'est vrai que de se dire je vais m'entraîner 12 heures cette semaine et de voir que c'est posé déjà, ça motive un petit peu aussi à se dire je dois les valider, quoi, parce qu'on voit des comptes qui et c'est organisé. Ouais. Et quand c'est organisé, c'est plus facilement réalisable. Ouais. Ça, c'est clair. Et tout à l'heure, tu parlais du chemin et tu trouves que, et je te rejoins, tu dis que c'est ça qui est vraiment beau, que c'est ça qui est aussi compliqué. Justement, sur ce chemin-là, imaginons, moi j'ai décidé de faire un format Alpha Ironman, par exemple, en fin d'année, en septembre. Est-ce que sur mon chemin, tu me conseilles de rien mettre, de m'entraîner, de continuer mes blocs d'entraînement et essayer de rester focus? Ou alors, justement, même quelqu'un qui pratique depuis 3-4 ans, sur son chemin, tu lui dis attention, il y a la partie transition, ça reste quand même un effort. Donc, est-ce que tu n'irais pas intégrer tel et tel format dans ta saison? Comment toi, tu réagis face à ça? Est-ce que on fait qu'une course et on met rien en amont? Enfin, il y a différentes visions, j'imagine. Oui, bien sûr. Alors, c'est toujours mieux, peu importe finalement la distance, c'est toujours mieux d'avoir des courses qui sont prévues. Tant pour pouvoir répéter, comme tu dis, l'aspect un peu plus technique des transitions, donc aller sur un format un petit peu plus court, répéter les transitions. Ça peut être aller sur le même format, mais le faire un petit peu plus en dilettante, en découverte, juste pour appréhender la distance, en mode un peu plus entraînement. Ça peut être aller sur d'autres courses, pour le triathlète, de faire des courses à pied, de faire des semi-marathons.
il faut distinguer l'aspect physique et l'aspect mental. L'aspect physique, c'est bien de faire des courses d'entraînement, c'est bien de s'y préparer. Et puis il y a l'aspect mental. Si on a un calendrier qui est vide pendant 6 mois avec juste un seul objectif sur lequel il faut se projeter, c'est parfois compliqué aussi, même si on a des cycles qui sont bien créés en termes de planification d'entraînement. C'est parfois difficile mentalement de pouvoir tenir la cadence si on a une échéance tous les 4, 5, 6 mois, quoi. Ouais, et puis finalement, sur ce chemin-là, comme tu le dis, ça peut être, même si la finalité c'est du triathlon, ça peut être aussi à un moment donné une course à pied, une course de vélo, ou quoi que ce soit, une sortie au libre. Enfin, on peut intégrer aussi juste un sport parmi Bien sûr. les trois, quoi. Le fait de mettre un dossard, ça change tout. Ouais, ça change toute la planification physique et mentale des semaines qui précèdent. Là, quand on arrive à 3 semaines, à 1 mois d'un objectif, même s'il est un peu plus petit, le mindset, il change complètement. On est beaucoup plus investi dans son entraînement, on va mettre les intensités un peu plus élevées, ou en tout cas on va les tenir plus facilement à l'entraînement. Ouais. Voilà, le mindset est complètement différent et on va être beaucoup plus... L'entraînement va être optimisé. Okay. Ça, c'est clair. Et tu vois, justement, quand on parle de ces différents formats, du coup dans ma tête vient différentes entités, que ce soit des clubs associatifs qui organisent des courses dans les différentes villes, justement des différentes régions, ou alors on connaît aussi des structures privées qui maintenant organisent des triathlons avec une toute autre organisation, quelque chose de différent et à leur image. Mais comment je peux choisir est-ce que, on va donner un exemple de course, est-ce que moi je veux faire mon premier M, est-ce que je fais le M qu'il y a pas très loin d'ici, ou alors je vais faire le M de l'Alpe d'Huez? Comment je viens alimenter un petit peu cette réflexion-là? Est-ce qu'il y a une partie matérielle? Est-ce qu'il y a une partie physio? Comment ça se passe? La première chose, c'est d'abord quelles sont les contraintes de chaque course et sur quel type de course on veut aller en termes de dénivelé, par exemple, en termes de difficulté. Voilà, on va parler de difficulté de la course. Si c'est mon premier triathlon, je vais essayer de diminuer la difficulté pour déjà juste appréhender la distance en elle-même. Et donc, je vais éviter d'aller sur le M de l'Alpe d'Huez. Je vais plutôt commencer par un M où il n'y a pas ou peu de dénivelé, où à la place de nager en mer, on va nager en lac, de réduire les contraintes, voilà, simplement, pour appréhender la distance, pour finir dans de bonnes conditions, ou dans les meilleures conditions possibles, et me dire, ok, maintenant je peux garder le même format, mais je peux aller sur quelque chose d'un peu plus difficile, où on va mettre finalement une demi-heure, 1 heure en plus, sur la totalité du temps d'effort. C'est ça aussi qu'il faut regarder. Ouais, c'est sûr. Et justement, si on prend sport par sport, pour toi, qui a fait différentes courses, qui voit tes athlètes, même, je pense, certains voyager dans le monde entier pour pratiquer ce sport des fois, quelles sont les contraintes que déjà tu vois dans la partie natation? C'est-à-dire que moi, je regarde les courses, je ne connais pas grand-chose, je vois départ natation 8h30. Est-ce que déjà, il y a une notion de mass start, de rolling start, etc. à regarder Est-ce qu'il y a des départs qui se font de nuit? Est-ce qu'il y a des départs... Enfin, quelles sont toutes les contraintes qui peuvent se lier à ce sport-là et de se dire, ok, qu'est-ce que je suis prêt à prendre en compte ou pas? Ouais. Alors, si on parle uniquement en natation, les contraintes, la différence, ça va être si c'est de l'eau libre en lac, si c'est de l'eau libre en mer, s'il y a, comme tu l'as dit, un mass start ou un rolling start. Généralement, la plupart des triathlons, c'est quand même 2 jours au minimum. Très peu avant 7h du matin, donc normalement on a toujours une bonne visibilité. C'est plutôt sur les triathlons un peu plus extrêmes où on va partir un peu plus tôt. Voilà, c'est des données à prendre en compte. Si on débute de nouveau, vaut mieux un triathlon en lac avec une bonne visibilité, avec un rolling start, parce qu'on a l'aspect matériel aussi à prendre en compte en natation. La combinaison, souvent il y a des athlètes qui sont capables de nager 1 heure en piscine, ils n'ont pas de souci, et puis le jour J, au bout de 5 minutes, c'est la panique parce qu'il y a une oppression au niveau de la combinaison natation, on ne voit rien dans l'eau, il y a des athlètes autour, ça pousse, ça se bouscule. Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte et il faut de nouveau, quand on débute, essayer de minimiser les contraintes et prendre ce qui paraît, en tout cas sur papier, le plus facile. C'est-à-dire un rolling start pour démarrer avec moins d'athlètes en même temps, éviter d'être en trop grand nombre pour la bousculade, etc. Prendre de l'eau libre, mais pas en mer, même si la mer, ça fait un peu plus flotter. Ouais. C'est éviter d'avoir des vagues, etc. Et donc quelque chose de relativement calme. Et puis si on va un peu plus loin, c'est analyser le parcours. Si c'est un parcours qui fait 2 boucles, on passe 2 fois au même endroit. Il y a parfois une sortie à l'australienne, c'est un peu plus sympa aussi.
Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette notion-là de sortir l'Australienne que tu viens de mettre en avant, où finalement on sort de l'eau, on repart sur une autre boucle. Puis il y a la notion aussi, des fois c'est la saison du triathlon qui est comme ça, d'avril à septembre-octobre on va dire, mais de température de l'eau, quoi, parce que c'est vrai que si on prend l'exemple de l'Alpe d'Huez, qui est une course que j'adore, le lac, on a une chance sur deux qu'il soit quand même une chance sur deux, j'étais même c'est toujours frais. Une chance sur 5 qu'il soit très très froid. Et du coup, ça, c'est des notions où des fois, on ne le sait pas trop parce qu'on nage toute l'année dans une piscine où on n'est pas trop frileux, donc on s'en rend pas compte. Mais ça peut être un élément un peu perturbateur des fois sur cette partie-là. Donc, il y a pas mal d'enjeux finalement, on se rend compte sur cette partie natation. Donc, je vous mettrai tout ça en résumé sur cette partie natation et sur la partie vélo. T'en parlais un petit peu, si on fait un focus sur le vélo, il y a certes le dénivelé. Est-ce qu'il y a d'autres choses à avoir? Par exemple, là, tu parlais de dénivelé, donc du coup, j'imagine parfois des roues qui ne sont pas adaptées, parfois un groupe qui n'est pas adapté. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux associés à ce sport-là qu'il faut essayer de regarder sous différents aspects? Si on regarde spécifiquement la partie vélo, la première chose à prendre en compte, c'est clairement le dénivelé. Plus il va y avoir du dénivelé sur le parcours, plus on sait que le temps d'effort va être long. S'il n'y a pas de dénivelé, on peut se permettre d'y aller un petit peu plus sans regarder trop au niveau de son matériel. S'il y a du dénivelé, il faut effectivement commencer à regarder un peu quel type de développement on a, être certain qu'on a un développement qui passe à travers les bosses de ce parcours-là. Et donc pour la partie vélo, ce qui est important aussi, c'est de voir en termes de règles. Il y a des courses avec drafting et des courses sans drafting, surtout sur la courte distance. Drafting pour les gens qui ne connaissent pas trop ce sport-là? Alors sur la courte distance, comme aux Jeux Olympiques, ce qu'on appelle drafting, c'est qu'on a l'autorisation de rouler en groupe, l'autorisation de se cacher dans la roue, l'autorisation d'être à des distances qui sont relativement faibles, alors que quand on monte sur longue distance, donc sur le Alpha Ironman et l'Ironman, on ne peut pas rouler en groupe, c'est un effort qui est individuel et donc il y a des distances minimales à respecter entre les vélos. Maintenant, sur courte distance, il y a des organisateurs qui jouent le jeu du drafting, et donc où on peut rouler en groupe. Et puis, il y a des organisateurs qui demandent un effort individuel. Ça change la donne aussi, parce qu'en termes de matériel, on peut ou on ne peut pas venir avec un vélo spécifique triathlon sur lequel on a les prolongateurs, etc. Ouais, et puis c'est vrai, c'est aussi, on va dire, une angoisse supplémentaire pour des gens qui parfois ne pratiquent pas le drafting. C'est totalement différent quand même d'être dans un pack plutôt que de rouler un petit peu seul. On voit qu'il y a quand même d'autres enjeux. Donc c'est vrai que ce que tu dis, c'est quelque chose à vraiment regarder. Et puis si on fait un exemple, tu vois, moi, deux courses qui à chaque fois, je me dis, c'est deux opposés et ça se retrouve pas mal avec ce que tu dis. C'est par exemple le M, donc le distance médium de Genève, et le M justement de l'Alpe d'Huez, où Genève, c'est des allers-retours sur du goudron vraiment propre, bien plat. Et l'Alpe d'Huez, c'est vrai que c'est un vrai chantier et c'est beaucoup plus compliqué. Mais on va dire, il y a le M et le M+, quoi. Donc en fait, comme tu disais, la progressivité, c'est là-dessus qu'on peut aller chercher. Ouais. Et sur la partie running, est-ce qu'il y a quelque chose à analyser? Est-ce que c'est toujours des courses à pied vraiment sur du plat? Est-ce que parfois il y a des notions un peu plus complexes, limite trail? Comment ça se passe sur cette partie-là? Alors souvent, sont quand même des parcours qui sont assez roulants. Donc là, il y a un peu moins de contraintes à analyser par rapport à la natation ou au vélo dont on a discuté juste avant. Sauf si on va sur des triathlons de nouveau particuliers. Si on reparle de l'Alpe d'Huez, oui, c'est un parcours qui est principalement trail, beaucoup de montées, une grosse descente de l'altiport. Ouais. Voilà, là on est sur un parcours, mais c'est très spécifique. Ouais. Souvent, les parcours course à pied vont tourner dans la ville sous forme de boucle et les organisateurs recherchent un parcours qui est roulant parce que tout sera fait sur le vélo. Ouais. C'est là où il faut choisir sa difficulté. Si on prend un parcours plus difficile sur le vélo, on sait déjà qu'on va arriver sur la course à pied avec des jambes plus fatiguées que si on avait pris un parcours roulant. Ok. Et justement, on va finir sur vraiment deux questions. Si on prend l'exemple de je veux faire un format sprint et je veux faire un format half, on va essayer de les traiter de la même façon les deux. Demain, je commence le triathlon. Je me dis, voilà, moi, c'est le format sprint que je veux faire. Et je vais m'en faire deux dans l'année, un vraiment pour découvrir et un pour essayer d'atteindre ma propre performance. Quel est le temps à investir? Comment on peut imaginer une répartition déjà pour passer la fameuse ligne d'arrivée comme tu l'as décrit assez bien? Qu'est-ce que je dois mettre en place au minimum pour ce format S? Alors le format S, ce qui est intéressant, c'est un format court. Si on part sur une moyenne, on est sur 1h30 d'effort
au jour J. Donc si on prend les distances avec 20 km de vélo et 5 km de course à pied, on est sur 1h30 d'effort. 1h30 d'effort, ça veut dire que par semaine, il suffit d'investir 3 heures, 4 heures d'entraînement. Ouais. Donc je dirais qu'avec 4 entraînements par semaine, on peut sans problème terminer un format S, déjà bien faire un format S, prendre du plaisir sur un format S si on veut juste passer la ligne d'arrivée. Donc c'est pas énergivore en termes de temps, c'est pas énergivore en termes d'investissement. Tout le monde peut clairement se projeter sur ce type de format, en tout cas pour mettre un pied dans le triathlon. Ok. Et justement, pour avoir sa propre performance, est-ce que c'est un format où malgré tout, il reste court, donc c'est court, ou alors justement, il y a des charges d'entraînement qui, à un moment donné, si l'athlète a vraiment envie de s'investir, même à son niveau amateur, est-ce qu'il y a des charges d'entraînement qui peuvent être lourdes, ou alors on a besoin de passer sur du longue distance pour s'entraîner beaucoup? Comment ça se passe sur ça? Non, sur le format court, on peut performer, et si on veut performer, ça fait très mal alors à l'entraînement. Puisqu'on est vraiment alors sur des distances où il faut courir, il faut rouler, il faut nager à des hauts pourcentages de performance et donc à haute intensité. En physiologie d'entraînement, on parle de seuil, de deuxième seuil. Et donc, c'est des courses qui se font au deuxième seuil ou au-delà du deuxième seuil. Ça veut dire que les entraînements pour développer ce deuxième seuil, développer cette PMA, cette VMA, les entraînements vont être très très durs, très très intensifs. Ok. Et justement, donc, on voit bien que finalement, le volume d'entraînement, l'aspect organisation, comme tu disais tout à l'heure, finalement, peu importe le format qu'on va faire, en fonction, c'est toute une question d'objectifs, de priorités qui viennent se mettre en place. Et donc, là, on prend l'exemple vraiment du format half distance. Je veux le faire, c'est mon premier, c'est un objectif que je me suis fixé sur un an. Quel est un petit peu le minima justement à mettre en place? Est-ce que là les 4 heures suffisent comme tu disais, 4-5 heures pour un S, ou alors il faut quand même investir un petit peu plus de temps quoi qu'il arrive juste pour passer cette ligne d'arrivée en confort? Ouais. Au début de la préparation, si tu t'y prends bien à l'avance, on peut démarrer avec 4-5 heures d'entraînement sans aucun souci. On va mettre peut-être le focus sur un ou deux sports, voilà, et on peut jouer comme ça en fonction des cycles. On peut d'abord faire de toi un coureur qui va être capable de faire 15-20 km assez facilement, donc développer cette endurance au niveau de la course à pied, travailler en parallèle déjà la natation, l'aspect technique, etc. Et donc finalement, on ne prend pas trop de temps sur la semaine en fonction des disponibilités en hiver. Ouais. Et puis plus on se rapproche de la saison, on intègre le vélo, plus la période devient bonne et on sait aller rouler à l'extérieur, on sait développer un peu ce côté vélo. On va garder tout le travail qui a été fait en course à pied, peut-être en diminuant un petit peu la charge, mais en gardant en tout cas le volume de course à pied. On y ajoute alors à ce moment-là le vélo. Peut-être qu'on délaisse alors un tout petit peu la natation et on redescend sur une seule séance de natation pour entretenir le travail technique qui a été fait l'hiver. Et on met l'accent à ce moment-là un peu plus sur le vélo et sur la course à pied. Et puis plus on se rapproche de l'objectif, plus on va dans du spécifique, puisqu'on part toujours du moins spécifique vers le plus spécifique. Et puis on se retrouve sur les 2 derniers mois d'entraînement où on est dans du spécifique et on va se dire « Ok, quelle est la distance que je dois être capable de parcourir au final pour développer ces capacités sur 90 km, je dois être capable de rouler 2h30, 3 heures le week-end, de pouvoir enchaîner quelques kilomètres de course à pied derrière. Ouais. Et donc, c'est là, à ce moment-là qu'on va dire que le volume va être un petit peu plus grand, mais on peut faire les choses très progressivement et démarrer avec 4-5 heures d'entraînement déjà pour préparer du half si on s'y prend à l'avance. Ouais, donc on voit que c'est vraiment une notion, j'ai l'impression qu'on écoutait, c'était une notion d'équilibre, et là on diminue, là on augmente. On voit que c'est vraiment, quand on a un coach, c'est tout un équilibre tout au long de la saison. Quand quelqu'un veut se lancer tout seul, il doit prendre, en fait j'ai envie de dire, pour résumer, c'est vraiment une notion de contrainte, qu'est-ce qu'on met en place et est-ce que c'est nécessaire et suffisant. Donc c'est là où c'est super intéressant, donc j'espère qu'on a fait au maximum pour vous donner les réponses, pour vous aider à choisir justement vos distances. Si on doit résumer très brièvement, il y a quand même pas mal de choses à regarder sur les différents sports, que ce soit la natation, le vélo et la course à pied. L'épisode qui sera juste après sera vraiment sur la partie règles. On a commencé à en parler un petit peu avec l'aspect drafting, quel vélo j'ai le droit d'utiliser, quelles sont les pénalités, est-ce qu'on fait des erreurs, etc. Donc ça, on va voir tout ça après avec un autre intervenant dans un podcast. En tout cas, Chris, un grand merci pour ce moment de partage, merci pour les infos. Et où est-ce que les gens peuvent te retrouver si besoin, s'ils ont des questions pour aller un petit peu plus loin? Ouais, avec plaisir, merci en tout cas de m'avoir fait intervenir, merci de m'avoir écouté et aiguillé. On peut me retrouver soit sur les réseaux sociaux, sur plateforme Facebook Coaching Zone, sur Instagram Coaching Zone Triathlon, et puis alors via le site internet www.coachingzone.be. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, on peut vous aiguiller, vous aider.
Un grand merci Chris et à très vite. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ton soutien nous permet vraiment de continuer à développer ce podcast et de te donner du contenu en accord avec tes attentes. Alors abonne-toi directement sur la chaîne YouTube et laisse-nous un commentaire directement sur cette vidéo. N'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao, ciao!